Je vous disais en début d'édition que je recevrai sur ce plateau deux invités. À ma droite, Éric Adja, il est conseiller technique à la jeunesse du chef de l'État. Et à ma gauche, Fred Renou, il est le président du Rassemblement national des jeunes du Bénin. Avec eux, nous allons revenir sur la fait qui défraie la chronique en ce moment, la fait ICC Service. Chers invités, bonsoir à nouveau. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, Éric Adja, est-ce que nos compatriotes qui ont déposé leur fonds à ICC sont sûrs aujourd'hui qu'ils pourront être remboursés? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs ce que je suis venu dire aux épargnants, ce que je suis venu dire à la population béninoise, que de la première à la dernière personne qui a placé de l'argent dans les structures de placement dont ICC Service seront tous et toutes intégralement remboursés. Et c'est de cette détermination du président de la République et de tout son gouvernement à faire en sorte que nos paisibles populations soient remboursées que je suis venu témoigner. Surtout de l'engagement personnel et de l'implication personnelle du président de la République dans ce dossier, parce que, comme vous le dites, c'est une affaire rocambolesque qui suscite beaucoup de rumeurs, beaucoup de contre-vérités, beaucoup d'intoxications qui ont pour but d'entacher le président de la République, alors que ce dernier fait tout actuellement pour tirer cette affaire au clair afin que toutes les personnes impliquées puissent répondre de leurs actes devant la justice et que les populations puissent entrer dans leur épargne. Nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus dans les détails. Est-ce que le gouvernement dispose aujourd'hui d'une baguette magique pour rembourser tous ces Béninois? Parce que les montants annoncés dans les médias sont pharaoniques. On avance une avalanche de milliards, 550 à 100 milliards. Comment est-ce que le gouvernement va s'y prendre pour pouvoir régler, pour désamorcer cette bombe-là? Justement, il ne s'agit pas d'agiter une baguette magique. Il s'agit d'une question de gouvernance. Vous voyez, cette affaire ICC Service pose un défi de gouvernance dans un système financier néolibéral. Et c'est une affaire qui n'est pas seulement qu'au Bénin, qui a commencé en Côte d'Ivoire. On a eu aussi des informations que cette affaire a cours au Togo, avec des implications d'ordre immobilier. Il y a même aussi au Soudan, actuellement, cette compagnie ICC Service qui est connue et qui donc est en train d'étendre ses tentacules dans la sous-région. Mais ce qui est incroyable, monsieur le conseiller, c'est qu'on a eu l'information, mais on n'a rien fait pour prévenir le danger. Oui, justement, il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. Nous allons en parler. D'abord au niveau de la BCAO, qui est donc en fait comme le gendarme du système financier ouest-africain. C'est à partir de août-septembre 2009 que la BCAO a commencé donc à tirer, n'est-ce pas, la sonnette d'alarme. Il y a eu justement au niveau des ministères de la Justice, du ministère des Finances, n'est-ce pas, un certain nombre d'échanges de correspondance qui a pris aussi 2 ou 3 mois. Et ce que nous voudrons dire, c'est que ce système a prospéré de façon rampante. Parce qu'il y a eu toute une organisation, n'est-ce pas, disons, très discrète pour faire en sorte qu'on ne puisse pas réellement démasquer ce qui s'est passé. Mais je voudrais vous parler des mesures que le gouvernement a prises d'ores et déjà pour endiguer ce fléau. La première mesure, c'est que le président de la République a, n'est-ce pas, fait procéder à des arrestations, n'est-ce pas, à des mesures conservatoires et des interrogatoires qui sont en cours, afin que toutes les personnes impliquées de près ou de loin soient, n'est-ce pas, appelées à répondre, n'est-ce pas, devant les services compétents. Deuxième mesure que le gouvernement a prise, la création d'un comité de crise piloté par le ministre d'État Koupaki, qui est à pied d'œuvre pour tirer, n'est-ce pas, cette affaire au clair et toute la lumière sera faite. Troisième mesure, ce sont les auditions qui sont en cours afin que les agents des ministères impliqués puissent eux aussi répondre de leurs responsabilités. Et vous avez aussi suivi récemment le fait que certaines hautes personnalités aient pu aussi en faire les frais, parce qu'il s'agit d'une question justement de gouvernance, d'une question de responsabilité, d'une question de reddition de comptes. Et le chef de l'État, à cet effet, a frappé fort parce qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout
dans cette lutte. C'est pourquoi il est important que le peuple béninois soit rassuré. Le président de la République a besoin de toute la sérénité nécessaire pour aller jusqu'au bout dans ce dossier. Pour cela, il faudrait éviter de pouvoir, n'est-ce pas, chercher à pêcher en eau trouble et à récupérer ce dossier de nos pauvres populations et à en faire, n'est-ce pas, une récupération politicienne qui ne ferait que rajouter de l'huile sur le feu de nos paisibles populations. On ne peut pas faire de la politique sur tous les arbres morts, sur toutes les feuilles mortes. Il faudrait respecter un peu cette souffrance, cette douleur de nos populations, au lieu de chercher à récupérer cette affaire qui fait mal à notre peuple pour chercher à peindre en noir tout ce qui est fait par le gouvernement, pour chercher à salir l'image du président de la République qui actuellement fait tout ce qui est en son pouvoir pour que cette situation soit réglée, et c'est important que nous puissions le soutenir. Alors pourquoi ça vous gêne, monsieur le conseiller, que vos adversaires récupèrent cette affaire-là, si tant est que vous leur donnez, vous leur fournissiez des verges pour qu'ils vous fouettent? Vous savez, oui, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Nous sommes en démocratie. C'est de bonne guerre. C'est la liberté d'expression. L'article 25 de la Constitution reconnaît la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression. Mais en politique, il y a aussi ce qu'on appelle l'éthique. Au nom de la politique, on ne peut pas tout dire ou tout faire. Il y a une certaine, il y a des limites parce qu'il y a une certaine décence publique et nos populations souffrent trop pour qu'on puisse, sur leur dos, récupérer ce genre de questions pour, n'est-ce pas, atteindre d'autres fins qu'on peut, n'est-ce pas, poursuivre de façon démocratique avec le débat. Parce qu'il faudrait que les débats, n'est-ce pas, les vrais débats soient posés et non vraiment profiter de la souffrance de nos paisibles populations pour atteindre d'autres fins. C'est vraiment ça le message, et c'est important de voir que toutes ces populations ont besoin d'être rassurées. C'est d'ailleurs pourquoi c'est important qu'il y ait, n'est-ce pas, un soutien franc qui sera manifesté. Je crois que M. Fouet nous en parlera tout à l'heure. Vous avez rejoint un camp qui a promis ça doit changer, le changement, la lutte contre la corruption, en clair, c'est un camp qui veut conduire le pays, qui veut faire la promotion des vertus. Alors voilà qu'aujourd'hui, ce camp politique se retrouve rattrapé par des affaires. Est-ce que vous regrettez d'avoir rejoint ce camp? Non, pas du tout, monsieur le journaliste. Et je crois bien que le conseiller nous a fait état des différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement. Mais je crois qu'avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir un peu en arrière sur l'origine du problème, parce que beaucoup de monde se pose la question de savoir. Je crois que comme l'a identifié le conseiller, c'était d'abord un problème qui a surpris tout le monde, qui a surpris tout le peuple béninois, le gouvernement et même la BCAO, qui est le bras opérationnel de la commission de l'UMOA, qui est chargée de régulariser toutes les activités de microfinance. Il faut dire que... Donc vous êtes sûr que les gens sont surpris? Les gens étaient surpris. Les acteurs donc de cette activité, ils ont pignon sur rue, on les voit dans les médias, vous savez, monsieur Privé, je disais que les gens étaient surpris, et c'était réel, parce que c'était déjà courant août et septembre 2009 que la commission de l'UMOA, à travers la BCAO, a commencé par attirer l'attention du gouvernement. Attention, il y a un phénomène qui prend de l'ampleur chez vous. Monsieur exerce depuis 4 ans. Mais cette activité a commencé à l'intérieur d'une communauté religieuse. J'ai suivi tout à l'heure l'intervention des hauts dignitaires de l'église de Kichani Céleste qui aussi ont fustigé d'une manière ou d'une autre ce fait. Donc cette situation a pris corps dans une communauté et progressivement a atteint les masses. Et c'est déjà le modus operandi de ceux qu'on peut appeler ces grands bandits, ces bandits de chemin, ces escrocs qui ont quand même la manière de faire. Ils ont opéré. Au Togo, ils sont en train encore d'opérer, en Côte d'Ivoire et même au Soudan la dernière fois. Il y a un problème, c'était que lorsque on a attiré l'attention du gouvernement à travers le ministère des Finances sur cette question, je crois qu'il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements, malheureusement, au niveau des différents ministères, parce que le ministère des Finances a saisi dans un premier temps le ministère de la Justice pour attirer son attention sur des mesures à prendre par rapport à un phénomène qui prenait de l'ampleur. Le dysfonctionnement à ce niveau, c'était qu'il n'y avait pas eu vite le retour. À un moment donné, je crois que sous pression du ministre des Finances qui répétait tout le temps au ministère de la Justice qu'il fallait prendre des mesures, on a dû affecter
paraîtrait-il, le dossier au niveau du procureur général. Et c'est là qu'il faut déjà voir... Mais le mal avait déjà atteint en profondeur. Oui, mais les communiqués du ministre des Finances, c'est un peu comme le médecin après la mort. Le ministre des Finances, finalement, à un moment donné, a pris des mesures. Écoutez, l'État est un tout, c'est un fonctionnement. On ne peut pas brûler l'appareil de l'État. Il faut faire les choses à temps. Et finalement, lorsque le ministre des Finances n'avait pas de retour au niveau du ministère de la Justice, il a touché le ministère de l'Intérieur qui a dit non, que lui, il est là pour superviser l'ordre. Il est là pour agir en cas de trouble, il n'y a pas eu de trouble. Et là, le ministre des Finances a pris les mesures, les dispositions et a commencé par lancer des communiqués. Figurez-vous que des communiqués ont été lancés. Monsieur Fred, est-ce que vous reconnaissez que sur cette affaire, l'État béninois, le gouvernement a laissé pas mal de plumes? Est-ce que vous reconnaissez? Non, vous savez, il y a un problème. Parce que la facilité avec laquelle ces messieurs ont atteint de l'intérieur l'appareillage tactique est incroyable. Il y a un problème. Ils se font garder par les forces de sécurité publiques. Je suis désolé de vous le dire. C'est comment on appelle, c'est le modus operandi, c'est la manière d'opérer. Les gens ont réussi à bloquer le ministère de l'Intérieur. Les gens ont réussi à bloquer le ministère de la Justice. Ils ont même tenté de corrompre notre président, c'est-à-dire de flouer le président en passant non seulement par ses parents, par ses proches, mais en même temps par les gens du cabinet. Et aujourd'hui, dites-vous bien que finalement, lorsque le ministre des Finances a réussi à joindre le chef de l'État, c'est lui qui a pris les mesures. Il a dit automatiquement, arrêtez-les et arrêtez toutes les structures qui opèrent sur le terrain et il faudrait qu'on règle cette histoire et qu'on découvre clairement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est lorsque le gouvernement a envoyé des communiqués pour dire attention au peuple béninois, aux populations, gardez votre distance par rapport à cette activité, à ces messieurs. Il y a eu des marches. On a vu des marches organisées dans Lomé, à Porto Novo, qui ont dit qu'on ne peut pas faire cesser une activité qui aide les populations. Il y a un véritable problème. Pourquoi vous voulez récupérer cette situation pour justifier on n'essaye pas de récupérer cette situation. Qui a gangréné complètement notre société. Un phénomène qui a gangréné notre société, ça veut dire qu'il y a véritablement un problème. Dites-vous que dès que le chef de l'État a été saisi, notre administration, c'est la même. Il y a toujours les difficultés de fonctionnement de l'administration. Mais aussitôt que le président de la République a été saisi du dossier, il a demandé que l'on prenne des mesures conservatoires. Et aujourd'hui, dites-vous bien, quoi? On a vu un ministre de la République limogé, démis de ses fonctions, le procureur général. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans ce dossier, tous ceux qui ont pris de l'argent d'une manière ou d'une autre, au niveau des gens de ICC, service des responsables, aujourd'hui sont au commissariat, sont en train d'être écoutés. Que ce soit des parents du chef de l'État, que ce soit des collaborateurs du chef de l'État. Je crois que tout le monde aujourd'hui est en train d'être écouté et des mesures sont en train d'être prises par le chef de l'État. Et c'est ça ce que nous devons aujourd'hui encourager. Encourager le chef de l'État à aller jusqu'au bout. Parce que dites-vous bien que c'est la première fois depuis les indépendances qu'on voit un chef de l'État qui, pour le dire vulgairement, saute des responsables de son gouvernement qui sont mêlés à telle ou à telle autre chose. J'ai vu dans votre élément tout à l'heure... Ce qui est important pour les populations aujourd'hui, ce n'est pas les effets de communication, limogeage, c'est d'abord qu'ils arrivent à retrouver le sou. Pour qu'ils retrouvent le sou, il faudrait que le chef de l'État manifeste une volonté. Le CT vient de parler de ces mesures. Je crois que déjà, un comité de crise a été mis sur pied. Ce comité est présidé par le ministre d'État, Koupaki, et ce comité s'emploie aujourd'hui à essayer, d'abord, dans un premier temps, on a placé les gens sous surveillance policière, on les a placés en garde à vue, on est en train de prendre des dispositions pour bloquer les avoirs, récupérer leurs fonds. Tous ceux qui ont pris 1 centime, le chef de l'État l'a exprimé la dernière fois, 1 copec, vont le rembourser d'une manière ou d'une autre. Il y aura des poursuites judiciaires et des sanctions pénales. Je crois que le peuple béninois, nos compatriotes qui se sont laissés malheureusement spolier et flouer dans cette histoire doivent faire confiance aujourd'hui au chef de l'État et à son gouvernement. Parce que dites-vous, le président de la République dirige l'État, les autres dirigent la rue. Et à partir de cet instant, la seule et unique personne qui peut prendre des dispositions pour que nos compatriotes puissent rentrer dans leur fonds, c'est le chef de l'État. Et il a besoin qu'on le soutienne, parce que ce n'est pas facile de se départir de certaines personnes qui ont travaillé avec vous tout le temps, quand vous remarquez en fait qu'ils étaient mouillés par dessous. Et c'est ça la situation aujourd'hui. Nous avons besoin d'encourager le président. Quelle est aujourd'hui la crédibilité de notre État au regard de cette affaire-là? Je crois que c'est une question d'image, il y a une question de crédibilité qui est en jeu. Le constat est amer. Vous parlez tout à l'heure de confiance. Est-ce que les citoyens, est-ce qu'ils sont aujourd'hui fondés à faire confiance dans ces situations-là aux dirigeants, au regard de la situation, de la gravité de ce phénomène? C'est une situation
malheureuse, esclavageuse qui sévit notre pays. Mais au-delà de notre pays qui sévit toute l'Afrique tout entière. On vous a parlé des pays environnants du Bénin qui connaissent la même situation. Il y a la grosse affaire Madoff qui est là quand même pour nous alerter, mais on n'y a rien fait. Je crois que nos compatriotes savent qu'aujourd'hui, à travers cette affaire qui se présente comme l'une des plus rocambolesques de l'histoire de notre nation aujourd'hui, que pratiquement notre chef de l'État n'a rien à voir dans cette histoire. Je crois qu'il y a un problème. Les Béninois, je crois, ont suffisamment conscience de ce que cet homme-là, le président Boni Yayi, c'est celui-là qui a su mettre notre pays, notre République au service de la grandeur de notre pays depuis 2006. Imaginez, voyez un tant soit peu toutes les mesures qui ont été mises en place pour lutter contre la pauvreté. Pensez-vous aujourd'hui que le chef de l'État puisse avoir quelque chose à voir avec cette affaire qui gangrène notre nation et c'est cette affaire dans laquelle plusieurs de nos compatriotes ont été floués et spoliés? Je crois que c'est ça la question. Il nous faut voir aujourd'hui quelle est la position du chef de l'État. J'ai vu ces derniers jours... Justement, vous qui êtes avec lui, quelle est la position et conseiller technique? Vraiment. Oui, je vous remercie. Je crois que dans tous les pays actuellement, confrontés, comme je le disais, au système, disons, néolibéral, on est dans un système de mondialisation de l'économie où les événements, n'est-ce pas, sont interreliés, où les affaires sont interreliées. Vous avez parlé de l'affaire Madoff aux États-Unis. Tout récemment en France, il y a eu l'affaire Kerviel avec ce jeune informaticien qui a réussi à faire perdre des milliards à la Société Générale en France, dans un pays avec un dispositif institutionnel aussi important. Donc ce n'est pas une façon de se dédouaner, mais c'est une façon de dire que les crises peuvent arriver dans un État. Mais c'est comment on gère les crises et c'est quelle est la volonté politique pour pouvoir gérer ces crises et rassurer la population. C'est ce que nous sommes venus expliquer pour demander toute la sérénité nécessaire afin que la population puisse justement aider le président à aller jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. C'est d'ailleurs pourquoi nous aurons, n'est-ce pas, des séances d'explication. Nous aurons des réunions d'explication, donc un meeting d'explication, n'est-ce pas, déjà lundi prochain à partir de 9h au Palais des Congrès. Toute la population est invitée, surtout les épargnants qui veulent entendre des nouvelles, de bonnes nouvelles. Tous ceux qui ont épargné à ICC, services et autres, surtout de placement, vous êtes invités nombreux à venir, n'est-ce pas, pour écouter ce qui est en train d'être fait, écouter quelles sont les solutions en cours. Et tous ceux qui bénéficient des innovations sociales majeures du gouvernement, que ce soit le microcrédit aux plus pauvres, que ce soit, n'est-ce pas, la question donc, de la gratuité de la césarienne, toutes ces personnes aujourd'hui savent qu'on a besoin, n'est-ce pas, de soutenir ce qui est en cours. On ne peut pas, n'est-ce pas, noircir toute chose à cause d'une crise, certes majeure, mais qui est en cours de résolution. Je voudrais attirer votre attention sur un dernier élément. Très rapidement. C'est que, en fait, le ministre des Finances avait publié des communiqués, comme ça a été dit, pour demander à la population, appeler la population à la prudence. Mais est-ce que vous savez que dans certains endroits de notre pays, certains compatriotes ont marché contre ces communiqués en disant qu'on veut les empêcher de s'enrichir? Vous voyez? Donc il y a un vrai problème aussi d'éthique, un vrai problème, n'est-ce pas, disons, lié à nos valeurs. C'est d'ailleurs pourquoi, devant les femmes d'Avrancourt, quand le président de la République parlait de refondation, c'est justement parce qu'il y a un nouveau contrat social à mettre en place. Je crois qu'on aura le temps de revenir sur tous ces aspects-là, sur la refondation qui est un nouveau concept du chef de l'État. Il faut les valeurs de fraternité, de justice et de travail. Et si on n'apprend pas à travailler, seul le travail crée la richesse. On aura le temps de revenir sur ces sujets-là. Offrez-nous votre mot de fin avant qu'on se quitte. Non, je crois que moi, je voudrais inviter toute la jeunesse béninoise, tous les jeunes du Bénin à nous rejoindre. Parce qu'il n'a jamais été question, il ne sera jamais question de laisser les bras valides de la construction nationale sur le trottoir et de barrer enfin la route à ces épaves politiques, à ceux-là qui veulent aujourd'hui profiter de la misère de nos compatriotes pour arracher le pouvoir par la rue à ces pseudo-démocrates. Je crois aujourd'hui que nous devons travailler de telle sorte que à la fin du prochain cinquantenaire qui s'annonce,
que d'autres jeunes, d'autres Béninois qui vont prendre la relève par la suite puissent, en parlant de cette nation, bien parler de nous, en disant que nous n'avons pas failli à notre mission, en préservant pour les hommes et les femmes de notre temps la flamme sacrée de la démocratie et de la liberté, dernier grand espoir de l'humanité. Je vous remercie. Merci Fred pour le message que vous aviez passé. Alors, et conseiller technique, votre mot de fin? Oui, j'ai un mot, un appel à la responsabilité des citoyennes et des citoyennes de ce pays. En fait, l'État, c'est nous tous. Et dans cette affaire, c'est vrai, il y a le gouvernement, il y a les pouvoirs publics, mais je crois qu'il y a une responsabilité aussi globale, une responsabilité partagée. Il y a un examen de conscience à faire au niveau de chaque citoyen béninois. Je voudrais regarder les Béninois droit dans les yeux et dire, qu'est-ce que chacun fait pour améliorer ce pays, au lieu de vouloir tous à notre voisin, à notre prochain. Que faisons-nous pour faire de ce pays un pays plus grand, plus beau? Et c'est ça le socle qu'il faut réinventer, c'est-à-dire quelle est la fraternité, quelle est la justice, quel est le travail que nous faisons. Nos pères fondateurs avaient raison de nous doter de cette devise, fraternité, c'est-à-dire du nord au sud, on est tous frères. Il ne faut pas exclure des régions ou des personnes. Du nord au sud, on doit avoir droit à une justice au rendez-vous, une justice complice pour évoluer. Et figurez-vous, on ne peut pas s'enrichir sans le travail. Voilà une des grandes leçons de la FICC Service. On ne peut pas s'enrichir sans, n'est-ce pas, le faire à la sueur de son front, comme les Saintes Écritures nous le recommandent. On aura le Il temps de faudra travailler, revenir. il faut mériter la richesse. Merci Eric Adja, je rappelle que vous êtes le